Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est issu de la diaspora sénégalaise en France. Il fait partie de ces fils du continent devenus chantres du panafricanisme. Il est le président de l'association États-Unis d'Afrique. Diafara Boubacar Saro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant d'évoquer les sujets pour lesquels je vous ai invité dans cette émission ce soir, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Bon, notre association est créée en 2016. Oui. En novembre 2016, automatiquement, nous avons procédé pour faire une conférence sur les États-Unis d'Afrique et l'unité africaine. Mais c'est en 2019 que nous avons décidé de faire l'association déclaration au niveau de la préfecture de police. Le 20 mars, on a fait la déclaration et le 30 mars, on a reçu l'apparition au journal officiel. L'association œuvre pour le panafricanisme, ensuite perpétuer et faire des séminaires, des rencontres, des conférences pour éveiller la diaspora, pour éveiller les fils de notre continent qui est l'Afrique. Mais aussi, c'est un socle pour regrouper les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs, discuter autour d'une thématique pour pouvoir propager notre vision dans notre continent. C'est quoi votre vision ? Notre vision, c'est-à-dire, premier objectif, nous souhaitons que l'Afrique soit unie et l'Afrique sera unie. C'est notre vision et c'est notre l'intime conviction, comme ce qu'a souhaité Nkrumah, comme ce qu'a souhaité Nelson Mandela, président Wade et tant d'autres présidents, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, le grand visionnaire. Donc nous, en tant que jeunes, et nous, les futurs cadres de l'Afrique, nous souhaiterons que l'Afrique soit unie et l'Afrique sera unie. C'est dans cette optique même que nous avons décidé cette année d'organiser une autre conférence à la Sorbonne qui aura lieu le 1er juillet, lundi, à la salle 1 de la Sorbonne, sous la présence effective du président Georges Haddad, que je salue. On reparlera de ça dans un instant. À côté de cette association, on m'a dit que vous vous intéressez aussi à la vie politique dans votre pays. Absolument. Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire Sall ? Je suis au courant de l'affaire Sall et je le suis de près. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sénégalais, comme tout fils du Sénégal. L'affaire Sall, ce que j'en pense, le dossier est sorti et l'enquête est en cours. Moi, ce que j'aurais proposé et suggéré au chef de l'État, il faut que la lumière soit faite de A à Z. Il ne faut pas que l'État recule d'un iota sur cette question. C'est l'espoir de toute une génération, des vies qui sont en cours. Donc, il faut que le président Macky Sall s'intéresse pour que la lumière soit faite. Vous dites que ce n'est pas la peine de pointer un doigt accusateur à l'état actuel des choses sur un camp ou sur un autre, mais il faut absolument que pour la crédibilité de votre pays, toute l'enquête soit bien menée et qu'on sache qui a fait quoi et si véritablement ce que dénoncent nos confrères de la BBC est avéré et si c'est avéré, qu'on sanctionne aussi, non ? Absolument, si c'est avéré, on sanctionne parce que nous avons vu au Sénégal les gens qu'on a accusé et la justice sénégalaise a donné verdict et ces gens ont été sanctionnés. Donc si c'est avéré que M. Sall, les accusations de BBC sont avérées, donc il faut que la sanction soit faite. Absolument, c'est pour la crédibilité de notre institution et pour le pays. Même s'il est le frère du président. Le président, quand il est élu en 2012, il avait dit que lui, il ne va pas accaparer les affaires du pouvoir et de la famille. Donc je pense qu'en tant qu'un bon républicain, je pense que si c'est avéré, les sanctions seront faites. Pour en revenir donc à votre association, vous organisez, vous l'avez dit il y a quelques minutes, le 1er juillet prochain, donc une conférence sur la Renaissance africaine. Si je vous demandais de définir ce que vous entendez par la Renaissance. La Renaissance, renaître. Parce que l'Afrique est un continent qui est le berceau de l'humanité. Nous avons toutes les potentialités pour survoler. Nous avons toutes les recherches. Donc, ce qui nous manque, c'est l'unité, d'abord. Et aussi, ce qui nous manque, il y a ce qu'on appelle les institutions fortes. Ce que disait le président Obama. La matière grise, elle est là. Au niveau de la diaspora, si nous prenons votre exemple, vous êtes issu de l'Afrique. Vous avez la matière grise. Actuellement, vous avez une entreprise au niveau de la diaspora qui fait beaucoup de revenus et qui fait beaucoup de bénéfices, etc. Donc, nous, l'Afrique doit renaître. Pour que l'Afrique soit renaître, donc, ce que nous devons jouer, c'est notre rôle, est un rôle crucial. Il faut sensibiliser la base, sensibiliser
ce que le continent est en train de souffrir. L'Afrique souffre, mais ça souffre parce qu'il y a manque d'unité. Oui. Et cette manque d'unité, nous qui sommes au niveau de la diaspora et les gens qui sont au niveau de l'Afrique, nous devons s'unir d'abord nos forces et mutualiser pour pouvoir fortifier nos sens. Maintenant, si nous prenons par exemple les barrières linguistiques, nous, on est issus de la colonisation. On nous impose une langue étrangère qui n'est pas la mienne. Et on fait tout pour apprendre cette langue à notre manière. Oui. Mais si par exemple nous parvenons à enseigner les langues nationales au niveau de l'école élémentaire, si vous prenez un enfant de 4 ans, vous lui enseignez toute langue, il va mémoriser toute langue. Mais si vous prenez quelqu'un qui a plus de 30 ans pour lui enseigner des langues, ça sera difficile. Donc moi, ce que je propose, c'est d'abord l'enseignement des langues nationales au niveau des écoles africaines, dès l'élémentaire. Est-ce que ça ne pose pas un autre problème? Imaginons que nous ayons 2 enfants, l'un issu du Sénégal, donc à Dakar, qui parle le Wolof, et un autre qui est au Mali, juste voisin, et qui parle Bambara. Et vous dites, il faut donc qu'on enseigne ces langues aux enfants dès le jeune âge. Comment on fait ensuite pour se parler, alors que vous prenez dans le même temps l'unité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, il n'y aura pas de problème. Il y a ce qu'on appelle concordance du moins. Oui. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des déperditions, c'est-à-dire des pertes de valeur. Oui. Quelqu'un qui est né au Mali ou bien au Ghana et quelqu'un qui est né au Sénégal, il faudrait qu'il y ait une langue unique. C'est-à-dire nos gouvernants doivent se réunir pour voir quelle est la méthode la plus appropriée pour mettre sur table, pour qu'on dise que maintenant en Afrique, voici la langue que nous devons enseigner et la langue unique. Où partout où nous puissions aller, on est fiers de parler notre langue. Ça va arriver dans un siècle, ça? Non, moi je suis optimiste. Je pense que si nous y mettons dès maintenant, je pense que dans 50 ans, 63 ans, c'est possible. Ce rêve sera une réalité. Quand on parle de renaissance, ça veut dire soit que la chose est morte, ou soit la chose a presque disparu, n'est-ce pas? Est-ce que vous considérez que l'Afrique est morte, en fait? Non, je ne considère pas que l'Afrique est morte. L'Afrique souffre. Certains dirigeants, l'Afrique souffre de ses dirigeants, pas tous les dirigeants. Actuellement, on ne voit pas un Kwame Nkrumah. C'est rare de voir un Kwame Nkrumah en Afrique, qui a libéré le Ghana et qui est devenu président après les indépendances. Donc on ne voit pas un Thomas Sankara actuellement en Afrique, qui a libéré Burkina Faso, le Burkina, et qui s'est lancé dans cette Haute-Volta, et c'est ça qui fait pour donner Burkina Faso la terre des hommes intègres. On ne voit pas un Cheikh Anta Diop actuellement, on ne voit pas tant d'autres. Donc je pense que si nous prenons référence ce sont nos idoles, si par exemple les gens qui sont à l'élémentaire, à l'école, à l'université, on les explique l'histoire de Thomas Sankara, l'histoire de Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara et Kwame Nkrumah, je pense qu'ils seront des références. Et dans ce cas, bon, à force d'être nos références, donc je pense que l'Afrique va renaître. C'est ça. Juste pour qu'on s'entende bien, vous parlez en même temps de grands leaders qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, de ce continent. Vous avez cité à plusieurs reprises, tout au moins Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme. Vous avez cité par exemple Thomas Sankara, évidemment, qui a beaucoup marqué notre génération, à vous et à moi par exemple. Parallèlement, vous dites, il faut que nous ayons des institutions fortes. Quel choix faites-vous? Vous faites le choix des hommes forts ou des institutions fortes? J'ai mis sur les deux. Les hommes forts et les institutions fortes. Si on a les institutions fortes, si on n'a pas des hommes forts, donc les institutions ne marcheront jamais, nulle part. Si on a des hommes forts et que ces hommes forts ne parviennent pas à concrétiser leurs rêves, donc on n'aura pas les institutions fortes. Je vis sur les deux et pour faire la mutualisation des deux forces. Et cette conférence donc se déroule à la Sorbonne, c'est ça, hein? Oui, c'est à la Sorbonne. Elle se déroule à la Sorbonne. Vous disiez qu'il y a des conférenciers. Absolument. Lesquels? Nous avons 2 panels. Oui. Le premier panel, il y a des jeunes leaders africains qui sont issus de la diaspora, qui ont des expériences et qui ont fait leurs preuves. Bon, ils vont faire le premier panel, ils vont parler le rôle de la jeunesse pour la renaissance africaine. Oui. Le second panel, avant le second panel, il y aura une projection de film sur la vie de Thomas Sankara, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Pour montrer à la salle et pour montrer aux invités, voici les véritables références. Voici, si nous devons être fiers aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes. C'est aussi la manière de les rendre hommage. Parce qu'on a tendance, les gens,
ils ne sont pas dans les oubliettes, mais il faudrait qu'à chaque fois qu'on parle d'eux, il faut réveiller leur mémoire. Il faut réveiller leur mémoire. Nous devons être reconnaissants envers eux. Et enfin, il y aura le second panel qui sera animé par le docteur Cheikh Tidiane Gadio, qui était ancien ministre des Affaires du Sénégal, actuellement qui est le président de l'Institut panafricain de stratégie. Il sera accompagné de Moussa Seck qui va parler aussi du rôle de l'agriculture pour la renaissance africaine. Donc ce sont ces panels qui sont là et il y aura des questions, réponses, etc. Quand vous parlez du rôle de l'agriculture dans la renaissance africaine, peut-être que ceux qui nous suivent ne comprennent pas très bien comment l'agriculture peut participer à la renaissance d'un continent. Absolument. Vous savez que pour qu'un pays soit développé, il faut qu'il y ait une bonne agriculture. L'agriculture, c'est le moteur de développement pour un pays, pour un continent. Actuellement, nous avons vu que la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, en 1956, le PNB de la Corée du Sud, si on comparait ça au Sénégal, c'était, par exemple, inférieur. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Donc, ils sont survolés grâce à l'agriculture. Si nous parlons, par exemple, aux États-Unis, même en France, partez en Bretagne, partez à la Bourgogne, tout ça, donc c'est l'agriculture qui a fait que ces pays sont développés. Donc, si nous voulons aller de l'avant et développer en même temps, il faudrait qu'on introduise dans notre vocabulaire le mot agriculture. Et aussi associé à la culture africaine. Et du coup, évidemment, c'est un large programme, arriver à l'autosuffisance alimentaire, développer l'agriculture, ne pas considérer que devenir agriculteur sur le continent, c'est pour les secondes zones. C'est ça que vous dites, en fait. Non, vous savez, si l'agriculture marche, l'autosuffisance alimentaire, ça va. Parce que ça va lutter contre la famine. Nous avons des espaces, on peut cultiver, on a tout ce qu'il faut, mais il y a un problème. Le problème vient de qui? Le problème, c'est le problème de la révolution des mentalités et le problème du patriotisme. Vous trouvez que les Africains manquent de patriotisme? Ce n'est pas que les Africains manquent de patriotisme. Mais je ne fustige pas les Africains, mais je ne fustige pas les gouvernants. Mais ça manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous mutualisons cet esprit de patriotisme à travers les gouvernants, les chefs d'État. Inculper cette culture par rapport à la population. Si aujourd'hui vous devenez chef d'État, votre premier rôle, c'est-à-dire définir une politique générale par le Premier ministre, donc il faut définir cette politique générale, donc il faudra suivre. Et la plupart des gens définissent leur politique générale, mais ils introduisent l'agriculture, mais ne suivent pas cette politique générale. En fait, il y a un décalage entre le discours, les promesses que nous entendons et la mise en pratique sur le terrain. Toujours il y a un décalage, toujours. Et nous, c'est notre rôle en tant que jeunes de lutter sur cela. C'est pour cela que nous avons recoupé autour d'une thématique, sensibiliser, organiser des conférences davantage, faire des forums, des réunions. Tout ça, c'est la sensibilisation et la communication. Si on ignore... C'est pas beaucoup de bavardage pour rien? Non, je pense qu'en premier lieu, il faut bavarder. Après avoir bavardé, il faut matérialiser les choses. On va conclure donc notre entretien et rappeler à nos téléspectateurs donc, que votre association organise le 1er juillet prochain, c'est ça? Où ça se déroule déjà? À la Sorbonne, Panthéon. À la Sorbonne. Si je ne connais pas la Sorbonne, comment je fais pour m'y rendre ce jour-là? À la Sorbonne, Panthéon, à la salle 1. Vous descendez au RERB Luxembourg, ou bien vous prenez le métro Kounou-la Sorbonne, et vous descendez 12 places de Panthéon, et c'est la salle 1. Et tout le monde peut participer à cette conférence? Tout le monde peut participer. On paye quelque chose pour y venir? On ne paye pas. Nous, ce que nous demandons aux gens, c'est de venir discuter notre cher continent, qui nous est crucial. C'est ça la quote-part de tout un chacun. Voilà. Vous pouvez nous rappeler les noms des conférenciers qui arrivent ce jour-là? Il y a le docteur Cheikh Tidiane Gadio qui est le conférencier, accompagné de son ami professeur Moussa Seck. Ensuite, il y a le premier panel, les jeunes africains, des leaders africains que je peux citer. Il y a Abdou Fleur, il y aura Alfred Saodogo, il y aura Ahmed Barkay qui est le président des étudiants de Sciences Po, il y a Mademoiselle Djiba Diallo qui est la coordinatrice de l'Afrique Débat. Les modérateurs, c'est Baba Dem et Ousmane Bokar Diallo, président d'honneur de FESEF. Donc deux panels. D'abord un panel sur la jeunesse et un deuxième de film qui sera fait par deux étudiants. Et ensuite, après, il y aura le deuxième panel. Très bien. Diafara Boubacar Saro, merci. Merci beaucoup, monsieur. Président de l'Association États-Unis d'Afrique. Le 1er juillet, donc, prochain, vous organisez une conférence sur la renaissance africaine à
à l'université Panthéon-Sorbonne, c'est ça. Ça. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.